Moi, je vais parler sur l'intégrité scientifique. Mon nom, c'est Roberto Andorno. Je suis d'origine argentine, de l'Argentine. Et bon, je suis très content d'être ici. J'ai fait ma thèse à Paris il y a très longtemps, en droit, sur les droits des techniques de procréation médicalement assistée. Et bon, je suis très content toujours d'avoir une occasion de revenir à Paris. Alors, donc je vais parler en français, bien sûr, mais il y a quelques diaporamas qui sont restés en anglais, parce que je donne ce cours en anglais, normalement, en Suisse. Mais de toute façon, je vais parler en français, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et puis, oui, on fera 2 petites pauses, parce que sinon, 3 heures d'un coup, ça serait un peu trop, je pense. Voilà, alors le sujet de mon exposé, c'est l'intégrité scientifique, ce qu'on appelle aussi éthique de la recherche, ou on dit aussi fraude scientifique, inconduite scientifique, il y a plusieurs terminologies. En anglais, on dit scientific misconduct, donc, inconduite scientifique, je ne sais pas si c'est entièrement correct. Alors, pour commencer, je dirais, il y a deux grands rapports entre éthique et science. Un rapport que j'appellerais externe, qui concerne les applications des sciences et des technologies, leur impact sur l'être humain, sur l'environnement. Et c'est notamment le cas de la bioéthique, des questions de bioéthique, des questions qu'elle se pose, par exemple en matière de procréation médicalement assistée ou des examens génétiques, des recherches biomédicales sur l'être humain, etc. Mais il y a un autre rapport entre éthique et science qu'on pourrait qualifier non pas d'externe, mais d'interne à la science, qui ne concerne pas les applications des sciences et des techniques, mais la manière dont les recherches sont conduites, donc les procédures qu'on utilise, l'honnêteté, la véracité dans la communication des résultats des études de recherche. Car il y a des bonnes et des mauvaises manières de faire de la science, et ça, indépendamment du jugement qu'on peut porter sur l'acceptabilité des applications des sciences et des techniques. Donc ici, ce n'est plus, disons, la vie, l'intégrité scientifique qui est en jeu, comme dans les questions de bioéthique, mais c'est plutôt le sujet central, c'est plutôt la véracité dans la communication des résultats de la recherche. Alors on parle à ce propos, comme je disais, d'intégrité scientifique, d'inconduite scientifique, de fraude scientifique. Je vais donc me concentrer sur cette deuxième perspective dont je trouve qu'on parle très peu. On parle beaucoup, on discute beaucoup sur les sujets bioéthiques, et c'est normal parce que ce sont des sujets passionnants. Mais on ne discute pas suffisamment, je trouve, sur les questions d'intégrité scientifique qui sont aussi importantes pour la société, pour le rôle de la recherche scientifique dans la société. On parle de temps en temps, quand il y a un scandale qui éclate, on apprend qu'un scientifique avait, disons, truqué ses résultats pendant des années, personne ne l'avait remarqué, ou qu'un autre avait plagié et sa thèse de doctorat, etc. Et il y a eu je vais parler de ça, il y a eu des cas de politiciens, par exemple en Allemagne, 2 ministres qui ont dû démissionner à cause justement de ça, des thèses de doctorat qui étaient plagiées. Voilà, je m'occupe
habituellement des questions de bioéthique, mais depuis quelques années, je m'intéresse aussi aux questions d'intégrité scientifique. J'ai commencé il y a 10 ans à peu près avec les questions d'intégrité scientifique. J'étais en Allemagne, j'avais une bourse de recherche et je devais donner un cours dans un programme de doctorat en génétique à Göttingen. Et alors, mon idée, c'était de donner un cours de bioéthique. C'était le sujet que je connaissais le mieux. Mais les étudiants ne s'intéressaient pas à la bioéthique, ils faisaient des recherches fondamentales. Alors, ils ne s'intéressaient pas aux questions du rapport médecin-patient, par exemple. Alors, j'ai dû réorienter le cours et donner un cours d'intégrité scientifique sur les questions de falsification ou fabrication de données. Et à partir de là, j'ai continué à donner ce type de cours dans d'autres universités. Et je suis content parce que c'est vraiment tout un domaine aussi passionnant. C'est collecté un certain nombre de cas de plusieurs pays sur les questions de fabrication ou falsification de données ou de plagiat, et que je vais vous présenter ensuite. Ces questions sont très importantes pour la société, pour la science, parce que le travail scientifique repose sur une base de confiance. Évidemment, on ne peut pas se méfier, donc les scientifiques ne peuvent pas se méfier tout le temps de tout ce que leurs collègues disent, de tout ce qu'ils publient. On ne peut pas vérifier que tout ce qu'ils disent ou qu'ils publient est vrai. Donc, la science fonctionne sur un minimum de confiance. Et puis, l'activité scientifique est de plus en plus un effort collectif. Donc, l'idée un peu idyllique que peut-être nous avons encore du scientifique génial qui est dans son laboratoire, qui trouve et fait des grandes découvertes tout seul, ne correspond évidemment plus à la réalité. La recherche scientifique est une entreprise collective. Le travail des uns dépend du travail des autres. C'est pourquoi la confiance dans les autres est essentielle au progrès scientifique. Et autrement, ce travail est complètement bloqué. On comprend alors pourquoi, disons, la perversité qui signifie le trucage des résultats des recherches, la fabrication ou la manipulation des données expérimentales. Ces pratiques s'attaquent au cœur de la recherche scientifique, qui est justement la recherche de la poursuite de la vérité. En plus, chaque scandale de fraude scientifique met en risque la confiance du public dans la science, met en risque la réputation des scientifiques et des institutions auxquelles ils appartiennent. Et puis, il faut aussi dire que bon nombre de recherches sont financées par des ressources publiques. Et alors, on peut dire que la société a le droit de s'attendre à ce que cet argent soit bien employé et que ces recherches soient conduites de manière donc appropriée. Et puis, je dirais, il y a encore une raison. La fraude scientifique est contraire à l'intérêt des chercheurs eux-mêmes à devenir de bons scientifiques et de contribuer au bien de la société. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent l'importance de l'intégrité scientifique. Il faut reconnaître qu'on est toujours un peu surpris de chaque fois qu'un nouveau scandale de fraude scientifique apparaît, parce que nous représentons toujours la science comme une quête désintéressée du savoir, comme une recherche désintéressée de la vérité. Et alors nous avons du mal à imaginer que les scientifiques puissent délibérément manipuler leurs propres données, ou même inventer des données, ou inventer des études qui n'ont jamais eu lieu. Et cela nous étonne parce que nous partons toujours du principe selon lequel les chercheurs sont nécessairement
des individus qui agissent de manière désintéressée, qui ne cherchent donc que la vérité. Mais, bien sûr, cette vision ne correspond pas forcément ou pas toujours à la réalité, parce que les scientifiques, l'activité scientifique, comme toute activité humaine, est exposée à la malhonnêteté du simple fait qu'elle est conduite par des hommes. Et les scientifiques sont, c'est une vérité de, comment on dit, de M. de la Palisse, les scientifiques sont des hommes, comme les autres. Quand ils rentrent dans leur laboratoire, dans leur bureau, ils continuent évidemment d'avoir les mêmes passions, les mêmes ambitions que le commun des mortels. Puis il faut aussi, il faut pas oublier que la science est aujourd'hui soumise à des pressions, comment on peut dire, carriéristes, économiques très fortes. Donc la science est devenue une carrière. Un chercheur qui veut réussir doit maintenant publier le maximum d'articles dans des revues spécialisées où il est difficile de publier. Il doit obtenir des financements pour ses recherches, pour continuer ses recherches, pour le renouvellement de ses projets. Il doit faire partie de certains réseaux de chercheurs, participer à des congrès, et viser à obtenir des prix, etc., éventuellement devenir professeur. Et bien sûr, tout cela peut conduire certains à penser qu'ils doivent tricher, autrement ils n'arriveront jamais. Donc il y a toute une pression qui ne justifie pas la malhonnêteté, mais qui permet de la comprendre, disons. Voilà le cadre de réflexion que je compte vous livrer. Alors, tout d'abord, je vais présenter quelques notions fondamentales d'éthique en général, mais notamment en ce qui concerne le devoir de véracité, qui est particulièrement en jeu dans ce domaine de l'intégrité scientifique. Ensuite, je vais aborder donc plus précisément la question de l'inconduite scientifique ou fraude scientifique, son histoire récente, les cas les plus célèbres, surtout aux États-Unis et puis en Europe, et les diverses formes d'inconduite scientifique, les causes, je viens d'énoncer certaines causes, et les remèdes qu'on peut apporter à ce problème. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'éthique? C'est une question fondamentale. On peut dire, en termes très généraux, on peut dire que l'éthique vise à apprécier ce qui est bien ou mal dans un contexte donné. C'est un exercice de la raison, et ça c'est important. C'est un exercice de la raison appliqué à l'agir humain. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle la raison pratique. Donc, on distingue depuis Aristote entre une raison théorique, qu'on appelait Sophia, qui s'occupe de l'être des choses, et une raison pratique qui s'occupe du comportement, non pas de l'être, mais du devoir être, qu'on appelait phronesis ou la prudence aussi. Alors, l'éthique et le droit aussi font partie de cette deuxième catégorie, de cette raison pratique, donc qui réfléchit à la manière d'agir, à ce qu'on doit faire. Voilà. On peut dire aussi que la question centrale de l'éthique est, donc, depuis Kant, en tout cas, on parle beaucoup sur le devoir. La question centrale, c'est que dois-je faire? Mais on peut dire, bon, c'est vrai, c'est ça la question centrale, mais de manière immédiate, donc c'est vrai, c'est ça le noyau dur de l'éthique, que dois-je faire? Mais en réalité, le devoir n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse
en fin de compte, n'est pas tellement de remplir une liste de devoirs pour les devoirs eux-mêmes. Sinon, ce que nous cherchons plutôt, c'est de faire ce qui est bien, disons, à travers le devoir. Je dirais que c'est ça la fin ultime de l'éthique, de la raison pratique. C'est les biens qui nous attirent et non pas les devoirs en tant que tels. Donc, un aristotélicien dirait que la question centrale n'est pas ce que dois-je faire, mais plutôt comment je peux devenir une bonne ou une meilleure personne. C'est ça la fin ultime. En anglais, on parle de human flourishing, donc le développement de la personnalité. Ce serait ça la fin ultime, disons, de l'éthique. Voilà. En tout cas, l'éthique implique qu'il y a certaines choses qu'on doit faire et d'autres dont on doit s'abstenir. Et nous savons très bien, depuis notre plus tendre enfance, qu'il y a une différence entre ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire, tout simplement parce que nous avons la capacité de faire quelque chose, ne signifie pas que faire cela est correct. Donc ça, tout enfant le sait. Il ne faut pas, par exemple, mentir, ou il ne faut pas frapper un petit frère, etc. Et on comprend. Alors, l'éthique concerne précisément le jugement que nous portons afin de déterminer si une action est bonne ou mauvaise, les critères qu'on utilise et les règles qui en résultent. J'insiste aussi sur le fait que l'éthique a à faire avec la raison, qui appartient au domaine de la raison, parce qu'autrement, il y a un risque de la réduire aux sentiments, aux goûts, aux préférences individuelles qui sont changeantes, qui changent tout le temps, d'un jour à l'autre. Les sentiments, je trouve, peuvent jouer et jouent un rôle dans nos choix moraux et peuvent parfois nous aider ou prédisposer à prendre une bonne décision. Dans le cours précédent, on a beaucoup parlé sur l'empathie ou la sympathie à l'égard des autres. Ces sentiments peuvent nous aider à agir correctement. L'empathie ou la sympathie qu'on ressent à l'égard de quelqu'un qui souffre peut nous pousser à agir pour l'aider, donc à agir moralement. Mais je dirais même dans ce cas-là, le rôle déterminant doit être celui de la raison qui nous indique la fin de l'action, qui nous dit pourquoi faire une telle chose est bonne ou pas. Les sentiments sont, de ce point de vue, aveugles, je dirais. Nous prédisposent, mais ils ne nous disent pas pourquoi il faut faire ceci ou cela. Voilà, justement parce que l'éthique a à faire avec la raison, on peut dire qu'elle est une science. Quand je dis cela à des étudiants de biologie, par exemple, ils sont un peu surpris parce que ils pensent que la science est toujours liée à des éprouvettes ou des travail de laboratoire, mais on peut dire que l'éthique est une science aussi parce qu'elle est fondée sur la raison. Il y a un discours rationnel sur l'éthique. Donc un discours rationnel est possible, un discours sur des arguments de raison. Autrement, on ne pourrait même pas en parler. Ça n'aurait aucun sens de discuter sur des questions d'éthique si elles dépendaient complètement des préférences individuelles, de même qu'on ne peut pas discuter sur des questions de goût. Si la glace de fraise est meilleure que la glace de vanille. Il n'y a pas d'argument objectif de raison. Mais par contre, il y a des arguments de raison pour dire que, par exemple, plagier, de copier un texte,
le présenter comme propre et est incorrect du point de vue éthique, soit en France, soit en Chine, ou dans n'importe quel pays. C'est un principe universel. Donc l'éthique est une science. Ici en France, il y a une académie des sciences morales et politiques, elle s'appelle. L'éthique est une science. Bien sûr qu'elle est une science différente de la physique ou des mathématiques. L'éthique, comme d'ailleurs toutes les sciences humaines, admet un degré d'incertitude qui parfois est assez élevé. Donc l'éthique donne des orientations. Elle montre un chemin, mais n'offre pas toujours des réponses nettes pour oui ou pour non à toutes les questions. Entre autres parce que, en raison de la variété infinie des actions humaines, des motivations de chaque sujet, des circonstances de chaque cas, etc. Donc l'éthique n'est pas un bloc monolithique et elle admet des degrés. Il y a une question centrale, est-ce que l'éthique est relative à chaque individu? Est-ce qu'elle est relative à chaque société? Est-ce qu'il y a des valeurs universelles? Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces questions-là? Ça appuie sur des valeurs universelles. Elle est toute universelle? Ou il y a des choses qui peut-être dépendent de chaque individu ou de chaque société? Alors, voilà, exactement. Alors, on peut dire les trois questions. On peut dire oui, on peut répondre oui aux trois questions. L'éthique est en même temps, sur certaines choses, est individuelle, sur d'autres dépend de chaque société. Et il y a encore d'autres principes ou valeurs qui sont universels. Je fais un petit dessin là pour essayer de présenter ça. Donc, il y a des valeurs qui dépendent de chaque individu selon ses circonstances ou ses préférences particulières. Je pensais à l'exemple de quelqu'un qui a un cancer. Alors, on lui propose une chimiothérapie qui peut prolonger sa vie de quelques mois. Bon, le choix est complètement personnel. On ne peut pas dire qu'il faut accepter cette thérapie. Peut-être la personne préfère de rester avec sa famille, de vivre peut-être un peu moins, mais de ne pas subir toutes les conséquences de la chimiothérapie, les effets collatéraux de la chimiothérapie. Alors, il n'y a pas de réponse. Ça dépend des préférences, des peurs, des craintes, des situations personnelles. Et puis, il y a aussi des questions qui dépendent de chaque société. J'essayais de trouver un exemple. Je pense, par exemple, on peut dire le rôle de la famille dans certaines décisions personnelles n'est pas le même dans chaque pays. La décision d'une fille ou d'un garçon de fonder une famille dans nos pays, en Europe, en Amérique du Nord, est complètement individuelle. La famille ne joue pratiquement aucun rôle. Et par contre, dans des pays d'Asie, par exemple, en Inde, par exemple, la famille joue un rôle impressionnant, décisif, pas décisif, mais en tout cas, elle est impliquée dans ses choix. Je ne sais pas si on peut dire qu'une chose est meilleure que l'autre, dans la mesure où la famille ne prend pas la décision, n'assume pas le rôle de prendre la décision. Le fait qu'elle soit plus impliquée, peut-être ce n'est pas mauvais en soi, je ne sais pas. En tout cas, il y a des valeurs qui dépendent de chaque société. Et puis, il y a des valeurs aussi universelles, des principes universels. Je pensais aux droits de l'homme, qui semble l'exemple le plus connu. La torture, l'esclavage, la liberté d'expression sont mauvais
ici et partout, même si ces principes ne sont pas toujours respectés, ou ne sont pas respectés dans plusieurs pays. Mais nous les regardons comme des principes universels. C'est pour ça qu'il y a un droit international des droits de l'homme. Et alors, les principes relatifs à l'intégrité scientifique appartiennent, je dirais, à cette troisième catégorie, principe universel. La fabrication, la manipulation des données de recherche sont contraires à l'éthique ici en Europe ou partout dans le monde. Il se peut que ces principes soient moins connus dans d'autres régions de la planète et que on parle aussi beaucoup de ces questions-là à propos des programmes de doctorat avec des étudiants de la Chine ou de l'Inde. Est-ce qu'ils ont en tête les mêmes principes et ils ont conscience, on discute de ça, ils ont conscience que faire un plagiat est mauvais ou ils pensent que c'est normal. Alors l'idée c'est il faut insister sur le fait que ce sont des principes universels qui s'appliquent à tout le monde. Peut-être qu'ils n'ont jamais reçu une formation dans ce domaine, mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter ces pratiques quand ce soit des étudiants étrangers qui sont impliqués. Voilà, il y a des principes universels. J'ai trouvé une fois cette publicité dans une banque, dans un aéroport. J'ai pris note de cette phrase parce qu'il me semblait qu'elle reflétait exactement ce que je voulais dire dans le cours. Donc le plus qu'on regarde vers le monde, le plus on reconnaît que les gens donnent de la valeur aux mêmes choses, mais de manière différente. Donc il y a des valeurs, des biens qui sont les mêmes, mais bien sûr, on a des conceptualisations, des manières de les formuler qui sont différentes. Mais au fond, nous voulons tous plus ou moins la même chose. On reconnaît certains biens qui sont communs. Je ne sais pas si la banque est un bien, cette banque-là est bonne ou mauvaise, mais en tout cas, l'idée me semble bonne. Il y a c'est un bioéthicien américain, les Américains disent Beauchamp, il s'appelle Beauchamp, mais il a bien sûr d'origine française. Alors il a écrit un livre très, très connu avec un autre auteur sur les principes de l'éthique biomédicale. C'est un philosophe. Il défend l'idée qu'il y a donc une moralité commune. Il dit, quand on observe des sociétés diverses, différentes, malgré toutes les diversités culturelles qu'on puisse trouver, on trouve aussi des principes communs. Il a identifié ces 10 principes, mais il y a sûrement d'autres. Donc, des principes de base. Ne pas tuer, ne pas causer de douleur, aider les personnes en danger, dire la vérité, etc. Tenir les promesses, ne pas voler. Voilà. Et si on se concentre sur la question d'intégrité scientifique, on peut dire qu'il y a surtout deux de ces principes communs qui sont liés aux questions d'intégrité scientifique. Donc, dire la vérité, surtout à propos de la manipulation des données, et ne pas voler, je dirais, dans le cas du plagiat. En fait, dans le plagiat, il y a deux choses. Il y a le fait de voler, de s'approprier d'une chose qui appartient à un autre, et aussi il y a le mensonge aussi. Il y a les deux. Parce qu'on présente une chose comme propre quand, en fait, cette idée ou cette phrase a été développée par quelqu'un d'autre. Donc, il y a les deux choses. Et voilà. J'ai trouvé aussi cette phrase à l'Université de Genève, à une charte d'éthique et de déontologie. Le principe numéro 1, concerne la vérité. Il dit, la recherche de la vérité dans la quête du savoir renvoie au rôle essentiel
de l'université. Donc c'est ça qui définit, qui caractérise l'activité de la recherche et l'activité scientifique, l'activité académique en général. C'est la recherche de la vérité. Donc c'est ça le rôle central dans ce domaine-là. La vérité. Alors qu'est-ce que la vérité? Voilà. Il y a une définition, très ancienne, classique, en latin, et l'adéquation de la chose et de l'intellect, la conformité des choses et de nos pensées, la conformité de ce qu'on dit ou ce qu'on pense avec le réel. C'est ça la vérité. Ce qu'on dit ou ce qu'on pense, parce que peut-être ce qu'on dit ou ce qu'on pense ne correspond pas exactement au réel. On peut se tromper. Mais alors si on se trompe, on ne dit pas la vérité, mais on ne dit pas non plus un mensonge. Le mensonge implique qu'on sait qu'on est en train de tromper, qu'on sait que ce qu'on dit ne correspond pas au réel. Ça, c'est aussi important en science, parce qu'il y a de la fraude scientifique quand on sait que ce qu'on dit est faux. On peut se tromper en science, évidemment, on se trompe tout le temps. On fait une mauvaise interprétation des données, mais là, il n'y a pas d'inconduite scientifique. On peut proposer une certaine théorie qui après s'avère être fausse, mais on ne commet pas de la fraude scientifique. Donc il faut savoir, il faut être au courant de la fausseté de ce qu'on dit. Alors, c'est ça, j'ai trouvé aussi cette définition du mensonge que je trouve très bien. Le mensonge consiste à tromper sur ce qu'on sait être vrai une personne à qui on doit cette vérité-là. Là, je trouve que c'est très, très précis, très bonne, parce qu'il y a tous les éléments de l'idée de mensonge dans cette définition-là, à tromper sur ce qu'on sait être vrai. Une personne à qui on doit cette vérité-là, parce que, évidemment, on n'est pas obligé de dire tout à tout le monde. Il y a aussi des devoirs de confidentialité. Un médecin n'a pas le droit. Il n'est pas autorisé à raconter à révéler des informations confidentielles à des tiers. Donc, on trompe une personne à qui on doit cette vérité-là. Alors, les scientifiques doivent la vérité au reste des membres de la communauté scientifique. Ils sont obligés de révéler la vérité, en tout cas ce qu'ils croient être la vérité. Et donc la communauté scientifique et le public en général a un droit à la vérité, à ne pas être trompé en tout cas. Bon, ces derniers temps, on a parlé beaucoup en France de la question du mensonge. Je regarde toujours, même si je suis en Suisse, je regarde la télévision, le journal télévisé. Et bon, je ne parle pas de politique, mais j'ai trouvé très intéressant comment les gens étaient tellement indignés, furieux avec ces mensonges-là. Donc, on est menti d'une manière tellement éhontée, directe, sans sourciller, par exemple à l'Assemblée nationale. Et donc, les gens n'étaient pas tellement fâchés avec le fait qu'il ait eu de l'argent à l'étranger, c'était pas seulement ça, ou frauder le fisc, c'était pas tellement ça, je pense. Je pense que c'était plus le mensonge qui gênait. Même si, de point de vue juridique, c'est la fraude fiscale le délit, non pas le mensonge. Le mensonge en tant que tel, c'est une faute morale, mais
pas juridique. Et, donc on a tous au cœur cette idée qu'on doit dire la vérité. Et j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi le mensonge est-il mauvais? Bon, d'abord, ce sont des réponses philosophiques, mais on peut dire qu'il pervertit notre capacité naturelle de communiquer nos pensées. Ce que nous pensons, nous disons ce que nous pensons. Le mensonge crée comme une espèce de dualisme entre ce que nous pensons et ce que nous disons. Il est contraire à la justice envers les autres qui attendent la vérité de nous et qui ont droit, dans la mesure où ils ont un droit à la vérité, comme je viens de le dire. Donc c'est contraire à la justice, les autres ont droit à la vérité. Puis il sape la confiance dans les autres, confiance qui est essentielle à la recherche scientifique, comme je viens de le dire. Et en dernière instance, il est contraire à notre propre intérêt. Ce n'est pas seulement à cause des conséquences du mensonge, parce qu'on dit toujours cette histoire, je ne sais pas comment dire en français, le pasteur qui dit le loup arrive, et c'était un mensonge. Et puis personne ne le croit. Ce n'est pas seulement le fait que personne ne nous croit plus quand on ment trop, on ment beaucoup. Ce n'est pas seulement ça, mais on dirait le mensonge va à l'encontre de notre propre intérêt parce qu'il nous dégrade intérieurement et crée, comme je disais, ce dédoublement dans nos esprits. Une espèce de dichotomie dans notre esprit. Lui-même, Cahusac reconnaissait qu'il se sentait libéré après avoir... je ne sais pas mais je peux comprendre. Et si c'est vrai, je peux le comprendre. Voilà. Tout cela m'amène en tout cas à parler de ce qu'on appelle le test d'universalisation proposé par Kant pour déterminer ce qui est moralement correct. Et ce test que nous utilisons en fait de la vie quotidienne, quand on essaye de dissuader quelqu'un de faire quelque chose qui n'est pas honnête, de tricher dans un examen par exemple, on pose la question que se passerait-il si tout le monde faisait la même chose? On se rend compte, alors quand on se pose cette question-là, que se passerait-il si personne ne paye les transports publics? Je peux dire, bon, c'est juste moi, ça ne pose pas de problème. Oui, mais si tout le monde le faisait, alors ça ne fonctionnerait plus. Un examen n'aurait plus de sens si tout le monde trichait. Alors ça montre, cette universalisation d'une certaine conduite, montre quels comportements sont corrects ou non. Kant l'avait formulé donc, même comme une sorte de fondement de l'éthique tout entière, cet impératif catégorique qui dit « agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle ». Il parle, justement, il donne quelques exemples, il parle de la fausse promesse. J'ai besoin d'argent, donc je demande de l'argent à quelqu'un et je lui promets que je vais le lui rendre après. Mais je sais que je ne vais pas le rendre, je n'aurai pas la possibilité de le rendre. Alors il dit, est-ce que je peux universaliser ce comportement-là? Et en fait, non, je ne peux pas l'universaliser, je ne peux pas l'accepter, parce que dans ces cas-là, il n'y aurait à proprement parler plus de promesses. Il n'y aurait plus de promesses. Les promesses n'auraient plus aucune valeur. Et personne ne croirait plus aux promesses. Et alors, du moment que j'accepte que la fausse promesse devienne
universelle, elle se détruit par elle-même. En fait, ce principe d'universalité n'est pas une invention exclusive de Kant. On le trouve dans toutes les grandes religions. Je suis étonné du fait quand j'ai trouvé ces diverses formulations, comment ce principe est exactement, parfois formulé avec les mêmes mots dans des religions ou des cultures qui sont complètement éloignées, qui n'ont eu aucun rapport. Donc, ce qu'on appelle, en anglais, on appelle ça la Golden Rule, la loi dorée, le principe doré. Et donc, faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Aucun d'entre vous ne croit vraiment, tant qu'il n'aime pas pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Ceci est la somme du devoir. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Ne blesse pas les autres de manière que tu trouverais toi-même blessante. Regarde les gains de ton voisin comme ton propre gain et la perte de ton voisin comme ta propre perte. C'est vraiment impressionnant. Comme on arrive donc à ces mêmes conclusions. Et je trouve que ça prouve qu'il y a donc une raison pratique qui est commune à tous les hommes, toutes les cultures. Et, voilà. Alors, je voudrais pour conclure cette première partie, dire quelques mots sur les éléments de l'acte moral, de l'acte éthique, les éléments de l'agir qu'on doit prendre en compte au moment de faire un jugement, porter un jugement éthique. Alors, il y a deux éléments, l'objet et l'intention. Donc, ce sont les deux éléments essentiels de chaque acte. L'objet, donc l'élément externe, l'action elle-même, donc l'élément objectif, et puis l'intention, donc l'élément subjectif, ce qu'on veut au fond, Alors, il faut que les deux éléments soient bons afin que l'action soit bonne, moralement bonne. Si l'objet est bon et l'intention est mauvaise, donc l'action est mauvaise. J'ai mis comme exemple celui qui donne de l'argent à quelqu'un qui en a besoin, mais juste pour se faire de la publicité ou avoir une bonne image devant la société, etc. Donc l'objet est bon, l'action est bonne en elle-même, mais l'intention n'est pas bonne. Et il ne cherche pas vraiment à aider l'autre, mais plutôt à se faire de la pub. Et l'inverse aussi arrive. Donc l'objet est mauvais, même si l'intention est bonne. Si l'objet est mauvais, l'action est mauvaise. Donc c'est Robin des Bois, voler aux riches pour donner aux pauvres. Donc c'est l'idée que la fin ne justifie pas les moyens. C'est surtout ça qu'on trouve dans les cas de fraude scientifique. On a normalement une bonne intention, on veut gagner, on veut faire des progrès dans la carrière scientifique, gagner un prix ou obtenir un titre, un diplôme, et gagner plus d'argent. Bon, ce sont des motivations très bonnes, mais pour parvenir à cet objectif-là, on triche et donc on fait de la fraude. Donc l'action est mauvaise à cause de l'objet. Voilà. Et puis il y a un troisième élément qui est moins important, je dirais, les circonstances qui varient selon chaque cas et qui peuvent augmenter ou diminuer la bonté ou la malice de l'action, mais qui ne changent pas la nature de l'acte lui-même. Ce n'est pas la même chose de voler 5 euros que de voler 1 million d'euros. Donc les deux choses sont mauvaises, mais évidemment, une chose est conduite est plus grave que l'autre. Dire un mensonge qui n'a aucune conséquence, bon, ce n'est pas bon non plus, mais ce n'est pas la même chose que commettre une fraude. Voilà, ce sont des éléments qui contribuent
au jugement éthique. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces... Ce sont des notions très élémentaires. Et je trouve que c'est important de les présenter avant de discuter sur les cas des fraudes scientifiques. Parce que... Oui, ça s'applique quand même beaucoup sur une morale religieuse. Pourquoi? Quand je dis ça, c'est parce que parfois la vérité peut faire du mal, oui. Et parfois le mensonge peut faire du bien. Alors il y avait un de vos prédécesseurs, du moins français, qui s'appelait Voltaire, oui. Qui disait d'avoir des Suisses, si vous les voyez sauter par la fenêtre, suivez-les, il y a sûrement de l'argent gagné, et ça c'est une digression. Oui. Mais il disait aussi, et ça pose un problème, alors moi je suis tout à fait d'accord pour ce que vous dites par rapport à la science. Oui. Quand on arrive à l'homme, à la pratique médicale ou autre, oui. Bon, par exemple Voltaire, et c'est oui. toute la différence entre la vision il y a 2 siècles, 2 siècles et demi maintenant, disait un mensonge est un vice quand il fait du mal, et peut-être une vertu quand il fait du bien. C'est-à-dire parfois, en reprenant l'expression objet mauvais avec action bonne ou inversement dans l'intentionnalité, on peut avoir, par exemple, avec un patient, lui dire toute la vérité peut être nocif, oui. et savoir non, ça c'est autre chose. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle, dans le rapport médecin-patient. Par rapport à bioéthique, l'intégrité scientifique. Oui, tout à fait. Oui, non, en médecine, on a ce qu'on appelle le privilège thérapeutique, dont le médecin n'est pas, bien sûr, obligé de dire tout d'un coup, de manière brutale, surtout à certains patients qui sont plus peut-être dépressifs ou plus faibles, plus vulnérables. Donc, ils ne sont pas obligés, je dirais même pas, ils ne doivent pas dire la vérité tout d'un coup. Mais je ne sais pas si dire que ça... On n'est pas la dire, on le dire de manière graduelle. Parce qu'on sait au nom de quoi qu'on se permet, nous, derrière, dans notre position debout, c'est au nom de quoi qu'on se permet de dire, ah ben lui, il n'est pas prêt pour recevoir sa vérité. Non, mais quand même. Non, mais il y a quand même des cas des gens plus faibles qui... Un patient qui a des temps... on sait qu'il a un patient qui a des tendances suicidaires, par exemple. On n'a pas le droit de lui dire tout d'un coup qu'il a un cancer qui va mourir dans 3 mois. Une vieille dame qui est très faible, qui est fragile, etc. Je ne sais pas. Donc l'éthique n'est pas, comme je disais, ce n'est pas noir et blanc. Il y a des degrés. Oui, c'était pour simplifier parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le présenter. C'est très simpliste, je dirais. C'est très simpliste parce que je ne peux pas en 30 minutes présenter tous les détails. Mais je comprends que c'est un peu trop simpliste. Oui. C'est juste les notions très élémentaires. Mais quand même, vous reconnaîtrez qu'il y a des objets mauvais, des actions. Et donc l'éthique concerne les... Le problème, c'est que quand on parlera peut-être des questions scientifiques, il y a beaucoup, entre guillemets, de mensonges par omission. Et on ne présente qu'une face, ah oui? On ne présente pas une autre face. Oui, alors... Et là, ne pas présenter l'autre face, c'est vraiment un mensonge. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je vais parler de ça aussi, oui. Voilà. Je passe... Je ne sais pas si commencer... Pardon? C'est le numéro 2. Oui, je suis en train de penser si faire une pause maintenant ou continuer. Oui. Ok. Je crois qu'on peut continuer. Hein? J'avais prévu de faire 2 petites pauses, mais je crois vous n'êtes pas trop fatigué encore. Hein? Ok. Alors, je vais commencer maintenant avec la question de l'intégrité scientifique, plus précisément. Alors, c'est ça qu'on appelle la sélection des données, donc par omission. Mensonge par omission. Donc, il y a certains résultats des études qui ne conviennent pas
à l'hypothèse que je vais démontrer, alors je l'exclus. Je ne garde que ce qui me convient. Évidemment, ça c'est de la fraude scientifique. C'est une forme de... Ça c'est juste un cartoon, mais ça concerne une forme de fraude scientifique. Voilà. Alors, la fraude scientifique n'est pas entièrement nouvelle. Ce n'est pas un phénomène qui est apparu tout d'un coup ces dernières années, ces dernières décennies. On se souvient toujours, en tout cas les anthropologues se souviennent toujours du scandale de ce qu'on appelle l'homme de Piltdown, qui était la plus grande fraude de la paléontologie au début du XXe siècle. Charles Dawson était un avocat et paléontologue amateur en Angleterre, et il affirmait avoir reçu d'un ouvrier un crâne très ancien que l'ouvrier avait trouvé dans une cave en Angleterre, près d'un village qui s'appelle Piltdown. Alors, selon Dawson, ce crâne avait une très grande valeur parce qu'il serait le chaînon manquant dans l'évolution de l'homme. L'étrangeté de ce crâne, c'était qu'il ressemblait, donc le crâne ressemblait à celui d'un homme contemporain, mais la mâchoire semblait celle d'un singe. Alors, les deux, ensemble, montraient bien déjà l'évolution de l'être humain et que l'évolution avait commencé par le cerveau. Donc, il était plus développé, plus proche de celui de l'être humain contemporain, moderne. Voilà, alors il y a eu toutes sortes de débats, réunions des académies de sciences en Angleterre, des publications, des congrès, des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre le crâne de l'homme de Piltdown. Et il faudra attendre jusqu'à 1953, donc 40 ans, pour qu'on découvre que cet homme de Piltdown n'était qu'une supercherie. Donc une espèce de, on peut dire, fabrication d'artisans. Et donc quelqu'un, je ne sais pas qui, avait assemblé un crâne humain contemporain et une mâchoire d'orang-outan. Et ça, on n'a jamais su qui étaient les faussaires. Et Dawson était mort déjà depuis longtemps. Et certains disent que c'était peut-être une blague de certains collègues. En tout cas, cette histoire restait vive dans la mémoire des paléontologues comme le plus grand scandale dans ce domaine. Mais ce n'est pas le seul cas. Il y a un livre que je trouve fascinant qui s'appelle deux journalistes scientifiques qui était publié il y a longtemps, mais c'est très... que je vous conseille de lire, et qui analyse les cas de fraude scientifique tout au long de l'histoire. Et ils montrent comment des grands scientifiques ont parfois utilisé des pratiques qu'aujourd'hui on qualifierait d'inconduite scientifique de fraude. Par exemple, vous voyez des grands hommes là, Darwin dont on parlait ce matin, je crois que c'était Kepler, non, je ne me souviens plus qui était lui, Kepler peut-être, Newton, Mendel, Pasteur, et puis Millikan qui était un physicien des années 50, prix Nobel de physique. Alors, si on regarde un peu de près, on trouve qu'ils ont fait certaines sélections de données qui convenaient plus à ces théories, ou qui ont pris des arguments ou des théories d'autres sans le reconnaître. Peut-être, finalement, ces théories... Bon, peut-être non. Ces théories, ils avaient raison dans les théories, mais la procédure n'était pas toujours entièrement correcte. Et peut-être ils n'étaient pas conscients de ça, parce qu'on ne parlait même pas de toutes ces questions-là à l'époque. Donc, mais le fait est qu'il y a ce type de pratiques qu'on critique aujourd'hui, en fait, ne sont pas entièrement nouvelles. C'est juste pour dire ça. Sinon, on peut se poser la question, mais alors
Et pourquoi tout d'un coup les scientifiques manipulent les données. Et, bon, ça existait, ça a toujours existé, d'une certaine manière en tout cas. Bon, mais même si la fraude scientifique a toujours existé, on peut dire les allégations de fraude dans ce domaine n'ont été reconnues par la communauté scientifique que ces dernières décennies, je dirais depuis les années 70, 80, et n'ont été que diffusées par les médias que ces dernières décennies fait l'objet d'enquêtes par les universités ou les agences de promotion de la science, etc. Surtout aux États-Unis. Donc, tous ces domaines-là, l'intégrité de la recherche scientifique, a commencé vers la fin des années 70 aux États-Unis. Elle est arrivée en Europe il y a une vingtaine d'années. Et alors, justement, en Europe, ça ne fait que 10, 15 ans, 20 ans qu'on commence à discuter sur ces sujets-là. Les universités ou les centres, instituts de recherche adoptent des directives sur ces pratiques-là ou établissent des fonctionnaires, créent des fonctionnaires ombudspersons qui s'occupent de conduire ces recherches, ces enquêtes. Et il y a des sanctions. Alors, avant ces années 70, il y avait une sorte d'optimisme naïf selon lequel les scientifiques agissaient toujours correctement. On croyait qu'ils pouvaient auto-réguler leurs activités. La confiance du public dans la science était sans faille. L'image des scientifiques était très positive. Donc, il n'y avait aucun besoin d'adopter des directives ou d'établir des procédures pour faire des enquêtes ou punir les cas de fraude, parce qu'il n'y avait pas de fraude. Donc, on partait du principe qu'il n'y avait... La fraude scientifique était impossible, disons. Puis, vers la fin des années 70, les années 80, un nombre de scandales de fraude scientifique ont éclaté aux États-Unis. Ils ont été poursuivis par les autorités, diffusés par les médias. Comme à l'époque, ils n'étaient pas préparés encore pour ce type de situation, c'est le Congrès lui-même qui s'est occupé de faire les enquêtes. C'est vraiment impressionnant. Vous voyez là Al Gore, qui a été candidat à la présidence des États-Unis. À l'époque, il était membre de la Chambre des députés. Et il présidait la commission d'enquête dans des cas les plus célèbres, Baltimore, le cas Baltimore, dont je vais parler après. Et alors, ils ont dirigé les auditions de toutes les personnes concernées dans ce cas. Puis, parce qu'il était clair que les instituts nationaux de santé et les universités ne répondaient pas adéquatement aux allégations de fraude, ou cherchaient plutôt à dissimuler, à cacher, à éviter les scandales. Et puis, alors le Congrès a décidé d'adopter une loi spécifique pour obliger aux établissements de recherche qui utilisent des fonds fédéraux d'établir des procédures pour examiner les allégations de fraude. Et voilà. Puis cet Office of Research Integrity fut créé, et c'est lui qui s'occupe de veiller à ce que ce principe d'intégrité scientifique soit respecté, surtout dans le domaine biomédical et aussi des sciences de la conduite. C'est intéressant, la plupart près de 60% des cas de fraude scientifique ont lieu dans le domaine médical, biomédical. Après, on peut en discuter pourquoi. Il y a des raisons. Oui, alors, depuis les années 70, tous les instituts de recherche aux États-Unis sont obligés à avoir des directives, des procédures pour traiter
pour mener des enquêtes sur les cas d'inconduite scientifique. Il y a des cours d'intégrité scientifique dans toutes les facultés des sciences, donc c'est une chose vraiment courante, normale. Je pense qu'en Europe, on est toujours très en retard dans ce domaine-là, malheureusement. Mais en tout cas, on commence. Donc, aux États-Unis, chaque centre de recherche qui reçoit des fonds de l'État fédéral a la responsabilité primaire de répondre aux allégations d'inconduite scientifique. Et puis, il y a ce bureau d'intégrité scientifique qui est l'instance d'appel des décisions des universités, par exemple. Voilà. Et puis, il y a le service de la santé publique qui peut imposer des sanctions. Voilà. Alors, je vais présenter certains cas. Excusez-moi si je l'ai laissé en anglais parce que c'était un peu lourd de traduire tous les cas, mais c'est un des premiers cas. On appelle de la souris truquée, on peut l'appeler en français. William Summerlin, il était immunologue à New York, il travaillait sur le cancer, et il affirmait qu'il était parvenu à greffer de la peau des souris noires sur des souris blanches sans aucune réaction de rejet. Et pour obtenir cela, il fallait, selon lui, juste garder les tissus en culture pendant 4 à 6 semaines. Et ensuite, il a montré que les souris blanches avaient donc des taches de fourrure noire, sans aucun problème de rejet. Il a publié ça dans cet article, dans une revue qui s'appelle Transplantation Proceedings, qui est très célèbre dans ce domaine. Mais personne ne parvenait à reproduire ces résultats. C'est très souvent par ces moyens-là qu'on arrive à découvrir la fraude. Personne n'arrive au même résultat, même si on fait exactement la même chose. Et alors, des assistants du laboratoire de Summerlin ont remarqué que les marques pouvaient être effacées à l'aide de l'alcool. Alors, il a dû admettre qu'il avait lui-même coloré les souris blanches avec un marqueur noir, ce qui est vraiment incroyable. Et alors, quand il lui a demandé pourquoi, il a fait toute chose, parce que ça allait se découvrir un jour ou un autre. Il a dit que c'était la fatigue physique et mentale, et lourde charge de travail, la pression pour obtenir vite des résultats positifs. Et il était fini, disons, du point de vue scientifique, il était fini. Et il a quitté, j'ai trouvé qu'il travaille maintenant dans la campagne, dans l'état de je ne sais pas où, au centre des États-Unis, comme médecin rural, plus de la recherche. Et à la suite de cet incident, le terme peindre les souris, en anglais on dit painting the mice, est devenu synonyme de fraude scientifique. J'ai trouvé en français, on utilise l'expression souris truquée, justement comme synonyme de fraude scientifique, à cause de ces cas-là. Bon, les cas qui sont venus après ne sont pas aussi simples. Celui-là, c'est un peu plus complexe. Ça, c'est le cas le plus célèbre aux États-Unis qui a donné lieu à toutes ces enquêtes au Congrès. Baltimore Case. David Baltimore, il était prix Nobel en biologie à Boston, au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Et il avait écrit avec une collègue qui travaillait dans son même centre, Teresa Imanishi-Kari, un article dans la revue Cell, qui est aussi très importante, sur la génétique de l'immunologie. Alors ensuite, il y a une nouvelle collaboratrice dans le centre, Margot O'Toole, qui n'arrive pas à reproduire les résultats de ces études. Alors, elle commence à poser des questions, à parler avec les uns et les autres. Elle avait son caractère aussi, elle voulait imposer sa lecture des faits, elle pensait qu'il
il y avait quelque chose de bizarre ici. Elle ne savait pas si c'était vraiment de la fraude ou c'était une mauvaise interprétation des résultats des études. Le fait est que pendant une période de 10 ans, le cas a fait l'objet d'enquêtes, d'abord par le MIT, ensuite le National Institute of Health, l'Office d'intégrité scientifique, le Congrès, le département de santé et finalement aussi les services secrets ont participé, ils ont analysé les cahiers des laboratoires pour voir si les dates n'avaient pas été changées. Donc, une analyse très fine de l'écriture, des dates, de l'encre qui avait été utilisée, etc. Finalement, Mme Imani Shikari a été condamnée par une première décision de ce Office of Research Integrity, mais elle a fait appel à la décision et l'Institut de santé conclut, au contraire, qu'il n'avait pas vraiment de preuves d'une falsification, fabrication de données. Le cas fut fermé et abandonné, et les accusations. Mais voilà, il avait plutôt un problème d'interprétation des données. Il manquait l'intention. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait de distinguer l'objet et l'intention du sujet comme deux éléments de l'action. Et dans ce cas, il n'avait pas apparemment l'intention de tromper. Il avait fait une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture des données. Voilà, on discute encore de ce cas-là. Il y a des gens qui sont pour. Baltimore et Imani Shikari et d'autres qui défendent Margot O'Toole en disant que c'est vraiment la femme courageuse qui a voulu défendre la vérité contre tout le monde. Alors il y a un livre de 400 pages, Baltimore Case, avec toute l'histoire, tous les arguments pour et contre. Voilà. Ensuite, les cas de fraude scientifique sont arrivés aussi en Europe, ont été soulevés aussi en Europe. Le plus important en Allemagne s'appelle Hermann Brach. C'était deux chercheurs très reconnus en cancer. Ils avaient publié énormément d'articles. Les deux étaient professeurs. En Allemagne, être professeur, c'est vraiment des choses très, très importantes. Et ils avaient fabriqué des données. Et aussi, des collègues ont commencé à soupçonner la fraude. Alors, il y a plusieurs commissions locales qui ont fait mené les enquêtes. Et puis, ça s'appelle DFG, c'est l'Agence nationale de la recherche, qui a créé toute une équipe pour faire une enquête. Ils ont analysé un par un tous les articles qu'ils avaient publiés avec les données de base, les données brutes. Et ils sont parvenus à la conclusion que 94 articles contenaient des données faux ou fabriquées. Voilà. Ce cas a été donc le détonateur, le début du sujet de la fraude scientifique, de la conduite scientifique en Allemagne. Les deux ont perdu leur poste. Lui, il travaille actuellement comme médecin à Munich. Elle est partie aux États-Unis, elle continue la recherche aux États-Unis, sous un autre nom, d'après ce que j'ai lu. Mais en tout cas, ils sont célèbres comme exemple, comme cas de fraude scientifique, le premier important en Allemagne. Et c'est à cause de ce cas-là que les agences de promotion de la recherche en Allemagne ont adopté des directives. Ça s'appelle DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft. En 1998, a approuvé ces directives. Et actuellement, tous les centres qui
qui obtiennent des fonds de la DFG doivent donc suivre ces directives, ces principes. Je vous conseille de les lire, ils sont en anglais aussi. Et parce que c'est vraiment ils sont très précis. Il y a donc le principe et puis une explication des principes. Et, voilà. Et puis, il y a l'autre grande agence de la recherche en Allemagne qui s'appelle la Max Planck Gesellschaft, Société Max Planck, qui a des centres de recherche dans tous les domaines des sciences, partout en Allemagne. Et aussi, peu après le cas de Hermann Brach, ont adopté des directives aussi très précises. Et voilà. Voilà, ça c'est un autre cas très intéressant entre l'Allemagne et les États-Unis, parce que Jan Hendrik Schön est allemand et physicien. Il est né en 1971, je crois, donc relativement jeune, et avait fait sa thèse de doctorat en physique à Constance en Allemagne. Et peu après, il est parti aux États-Unis. Il a été engagé par le laboratoire Bell, qui est très reconnu dans le domaine des communications. Donc lui, il était très vite, il est devenu célèbre dans le domaine des nanotechnologies et des semi-conducteurs organiques. Il publiait un article par semaine dans Nature, Science, ce qui est vraiment extraordinaire, ou plus qu'extraordinaire, je dirais. Impossible, mais en tout cas, il publiait, pas seul, mais avec d'autres, mais il était presque toujours le premier auteur. Alors, dans l'année 2001, il annonçait dans la revue Nature qu'il avait réussi à produire un transistor avec des molécules organiques. Donc pas avec du silicium, qui est le matériel utilisé habituellement, mais avec des matériels organiques. Et apparemment, je ne comprends rien de physique, mais apparemment, ça aurait eu des retombées potentielles énormes. Donc, cela aurait permis de dépasser l'électronique basée sur le silicium vers l'électronique organique. Ça aurait permis de réduire les transistors et aussi aurait réduit les coûts de production de tous les appareils électroniques. On parlait de lui comme un possible prix Nobel de physique. Mais peu après, il y a eu deux scientifiques qui ont fait la révision de ces articles et qui ont détecté que les données contenaient certaines anomalies. Par exemple, deux études menées à des températures différentes avaient produit ce qu'on appelle un bruit de mesure, bruit de fond, c'est un bruit parasite, bruit de fond, qui était exactement le même. Et ça, c'était impossible. Alors, quand les éditeurs de Nature le signalaient à Schön, il dit que, d'accord, excusez-moi, j'ai mis par accident les mêmes graphiques deux fois, mais c'était juste un accident. Ensuite, un autre professeur trouva le même bruit, ce même bruit de fond, sur un troisième article relatif à une troisième expérience, donc il n'avait rien à voir avec les autres. Oui, alors, comme ça, on a commencé à trouver des choses qui n'allaient pas. Et des graphiques dupliqués, des données dupliquées, etc. Alors le laboratoire, dans ce cas, ce n'était pas une université, c'était une compagnie privée, donc c'est un peu différent. Ils n'avaient pas de directive ni rien. Ils ont mené une enquête, ils ont créé une commission pour mener l'enquête et
Et ils ont finalement trouvé qu'au moins 16 articles de Schoen contenaient des manipulations. Par exemple, des données entières de certaines expériences avaient été réutilisées dans d'autres. Et puis aussi, ils ont découvert que certains des graphiques qui étaient soi-disant élaborés à partir des données expérimentales avaient en réalité été produits à l'aide des fonctions mathématiques. Donc, ils étaient virtuels. Ils ne venaient pas des expériences, ils avaient été inventés. Disons. Les graphiques étaient parfaits, très, très jolis, mais ne correspondaient pas à la réalité. Donc, il avait plutôt une vocation littéraire que scientifique, je dirais. Ou artistique. Le rapport donc, conclut que Schoen, même s'il avait publié les articles avec d'autres, qu'il avait agi seul dans ses manipulations, et donc tous les autres, les co-auteurs, considérés innocents. Et ça a donné lieu aussi à des débats. Voilà. Et lui, quand on lui pose la question pourquoi il a fait ça, il dit qu'il était sûr, il était convaincu, et il est toujours convaincu que ces semi-conducteurs organiques vont fonctionner, doivent fonctionner. Il était convaincu, mais il n'avait pas encore tous les éléments pour le prouver, alors c'est pour ça qu'il a essayé de faire avancer les choses un peu plus vite. Et pour l'instant, d'après ce que j'ai lu, personne n'est parvenu à produire à faire fonctionner des semi-conducteurs organiques. Donc on ne sait pas s'il avait raison ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a commis une fraude, ça c'est clair. Et ça a eu des conséquences sérieuses pour lui. Il a non seulement perdu son poste à ce laboratoire Bell, et il est revenu en Allemagne. Il travaille maintenant comme ingénieur dans une compagnie, et pas dans la recherche. Et puis l'université de Constance a annulé son titre de docteur, annulé le doctorat. Et même si, ça c'est aussi, je ne suis pas convaincu que c'était une bonne décision parce qu'on n'a pas prouvé vraiment une fraude dans la thèse de doctorat. Mais l'argument de l'université, c'était qu'il avait, porté discrédité l'université. Il est devenu célèbre, c'est un cas que vous trouvez partout. Alors c'est un peu une sanction a posteriori. Du point de vue juridique, c'est assez douteux, je trouve. Mais en tout cas, il a fait appel et la Cour d'appel a confirmé la décision de l'université. Et donc il n'est plus docteur non plus. Et, il a été aussi puni par la BFG. Il ne peut plus agir comme réviseur d'articles ou de projets ou demander des fonds, de l'argent, au moins pour une période de 8 ans, je crois. Voilà, ça c'est un cas très intéressant aussi parce que c'est arrivé en physique. Comme je disais avant, la plupart des cas ont lieu dans le domaine médical, biomédical, biologie. Mais en physique, c'est moins courant. Et pourquoi? Pourquoi plus en médecine ou en biologie? Et moins en, je ne sais pas, physique, mathématiques, astronomie. Pourquoi? Oui. Exactement. Ouais, tout à fait. Ça, c'est la première raison. Donc, il y a la variabilité des animaux, c'est très vivant, hein, la variabilité. Même des souris clonées qui sont identiques peuvent réagir différemment à la même drogue. Hein. Et donc, la variabilité. Bon, l'argent qui est en jeu dans les recherches médicales, beaucoup plus grande qu'en astronomie ou je sais pas. Et voilà. Et puis, la notoriété, exactement, la société a beaucoup plus d'intérêt à promouvoir la découverte de nouvelles thérapies, par exemple, que de savoir si Pluton est une planète ou pas une planète.
c'est pas, ça m'intéresse pas. C'est moins important pour la vie quotidienne. Voilà. Et puis, oui, voilà, dans le domaine de la physique ou la mathématique, normalement, si c'est ça la reproducibilité, s'il y a les mêmes facteurs, on arrive au même normalement. Si toutes les conditions sont les mêmes, on doit arriver au même résultat normalement. Il n'y a pas de raison pour, voilà, pour qu'il y ait des variations. Oui, je ne sais pas si peut-être vous avez entendu parler de ce cas-là. Le Coréen qui a annoncé dans l'année 2004-2005 qu'il avait réussi à cloner, donc le premier clone humain. Ça a donné lieu aussi à beaucoup de débats, des lois. Tous les pays ont commencé à adopter des lois contre le clonage. Et donc ça, c'était avant et après. Avant, il était le grand génie de la Corée du Sud. Il a reçu le titre de scientifique suprême, qui est un titre que donne la Corée au génie scientifique. Il a été nommé président d'un réseau international de cellules souches. Ça avait à voir, donc c'est lié à la question des cellules souches, évidemment, embryonnaires. Voilà, il a reçu beaucoup d'argent additionnel à la suite de cette découverte. Il a publié deux articles en sciences. Et en 2004-2005, donc il disait qu'il avait réussi à produire des embryons humains par des transferts nucléaires. Donc, le même procédé qu'on a utilisé pour produire la prévie, Dolly, en 1996. Et donc, ça permettrait d'obtenir des cellules souches avec lesquelles on pourrait traiter des maladies dégénératives du système nerveux, comme Alzheimer ou d'autres. C'était le premier article. Dans le deuxième, il affirmait avoir réussi à produire 11 lignées de cellules souches, chacune à partir d'un patient différent. Donc, ces cellules souches étaient compatibles, étaient les mêmes que celles des patients. Donc, ça aurait aussi ouvert la voie à de nouvelles thérapies, on éliminait le risque de rejet, etc. Puis, mais dans ce cas, c'est intéressant parce que c'était très vite. Donc, la gloire et la chute ont été très vite, sont passées l'une après l'autre, parce que dans la même année 2005, on a découvert, par exemple, il y a eu les médias ont joué un rôle important ici. Il y a une émission à la télé en Corée, un programme scientifique, et là, ils ont invité un ancien collaborateur de Wang. Ils lui ont posé des questions sur cette recherche, et il a dit qu'en fait, il n'avait jamais vu les lignées cellulaires. Comment vous n'avez jamais vu? Vous avez signé l'article. Et alors, les journalistes ont mené eux-mêmes une enquête. Ça a provoqué des réactions très négatives dans le public parce qu'il était le héros de la Corée, le modèle de jeunes chercheurs, etc. Il était très proche du président aussi de la Corée. Et le programme était interdit ensuite, suspendu en tout cas. Mais le fait que l'université de Séoul, une fois que la chose était lancée, il devait mener une enquête. Et ils ont trouvé que vraiment, tout était inventé. Tout était inventé. Et, par exemple, à propos de l'article de 2004, les cellules souches ne provenaient pas d'un embryon cloné, mais n'avaient rien à voir avec... ne provenaient pas non plus du donneur des cellules utilisées.
mais apparemment, il s'agissait d'un cas de parthénogenèse, donc reproduction asexuée. Certains disent actuellement que c'est peut-être ça qui a été la découverte intéressante de Wang, mais il ne s'est pas rendu compte en fait. Et donc il n'y avait pas eu vraiment de clonage. Et puis dans l'article 2005, les embryons n'avaient pas été produits par clonage, mais par fécondation in vitro, normale, disons, fécondation in vitro, normale. Et aussi, donc, il ne provenait pas de tous ces patients dont il parlait, mais de, je crois, 1 ou 2. Et donc, il n'y avait aucune possibilité de produire des... Il n'y avait pas de lignée, en fait, des cellules souches. Voilà, tout était faux. Tout d'un coup, tout était faux. Il a dû s'expliquer. Il a dit d'abord que c'était la faute à ses collaborateurs. Et puis... Et en fait, les collaborateurs ne savaient rien. Ils confiaient aveuglement en lui. Il était le génie, le héros. Et puis, on a trouvé aussi qu'il avait utilisé des ovules de ses collaboratrices. Il avait payé aux employés, aux collaboratrices de ses laboratoires, pour qu'elles donnent leurs ovules, ce qui est tout à fait interdit. Non seulement payer, c'est interdit, mais ensuite, en plus, dans ces cas, il y avait un conflit d'intérêts, parce qu'il faisait une pression sur ses collaboratrices. Donc, c'était une violation des lois bioéthiques de la Corée. Et, voilà, dans ces cas, il a dû quitter son poste de professeur. Et il a perdu son titre de Supreme Scientist. Et il a perdu les billets gratuits à la ligne aérienne coréenne qu'il recevait. Il a perdu l'argent. Il a dû rendre beaucoup d'argent aussi qu'il avait reçu. Il a été accusé de fraude scientifique, tout court, et à cause de l'argent qu'il avait utilisé de manière incorrecte. Mais il n'est jamais allé en prison. Et finalement, la Cour suprême, je crois qu'il y a 1 an, a décidé de suspendre toutes les accusations. Il a exprimé ses regrets. Donc, il continue à faire des recherches. Il travaille maintenant sur le clonage d'animaux domestiques. Il a une compagnie pour cloner des chiens ou des gens. En fait, et ça, on a trouvé, la seule chose qui était vraie, tout ce qu'il avait dit, c'était le clonage, je n'ai pas la photo ici, mais le clonage d'un chien afghan, on dit, le vrai afghan, et Snoopy, ça s'appelle. Et ça, c'était vrai. Tout le reste était faux. Voilà. Alors, il y a une série de questions à propos de ce cas. Pourquoi il a fait cela? Parce que c'est sûr qu'on allait le découvrir. Une annonce tellement importante comme celle de la production, dans le premier clonage humain, les cellules souches embryonnaires clonées, ça, c'est sûr que tout le monde allait essayer de les reproduire et analyser en détail, etc. C'est sûr qu'on allait le découvrir très vite. Pourquoi il l'a fait? Vous avez des réponses? Ici, on rentre dans le domaine de la psychologie. Donc, on ne comprend pas pourquoi des génies, des gens qui sont des génies dans leur domaine, font vraiment des bêtises comme celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au mensonge, que ça crée une certaine dichotomie dans l'esprit et que s'il avait commencé à mentir avant de devenir un génie, oui, on s'habitue. Voilà. Oui, c'est possible, oui, tout à fait.
après, je vais parler un peu de ça. Il y a un cas où... Oui, d'accord, je vais le mentionner. Et je pense que c'est aussi peut-être l'ambition, l'idée de... Oui, il n'avait pas encore reçu le prix Nobel. Il lui manquait peut-être ça, mais il était déjà très reconnu en Corée. Et, peut-être on veut de plus en plus monter dans l'échelle, je ne sais pas si vous avez d'autres explications, mais il y a une certaine naïveté. Des gens qui sont des génies dans un domaine très précis, mais du point de vue humain, manquent de certaines sagesse élémentaire. Ça, c'est mon jugement, je pense. Et puis, on discute aussi sur le... Vous savez qu'il y a dans la revue scientifique un processus de révision par les pairs. Alors, est-ce que ce système a échoué dans ce cas-là? Personne n'a reconnu. Dans ce cas, il y a eu plusieurs réviseurs. Un article d'une telle importance n'est pas soumis à 2 réviseurs comme la plupart des articles, mais je crois qu'il y a eu 10, je ne sais plus. Alors, personne n'a remarqué qu'il y avait des photos truquées, manipulées. Personne n'a remarqué ça. Des grands scientifiques. Les scientifiques travaillent dans la confiance. Oui. Donc il faut supposer Oui. que Oui. la personne qui a écrit a copié pour faire attention. Exactement, oui. Oui. En plus, Oui. certainement, peut-être je ne connais pas ce milieu-là, mais bon, s'il était très connu, on peut reconnaître à la lecture. Oui. On n'envoie pas n'importe qui lire les articles. Donc ils sont connus. Oui. Donc, Oui. si quelqu'un de renommé, il a plus. Oui, tout à fait. À quelqu'un qu'on ne connaît pas, on fait plus attention. Oui, oui, tout à fait. C'est un problème, ça. On parle pas de, oui, on parle pas du principe qu'il a commis une fraude. On parle pas oui. C'est le problème de l'accès, enfin, pour les revueurs scientifiques, les grandes revues, c'est le problème des accès à toutes les Oui, données. aux données, exactement. Ouais. Parce que quand on prend par exemple les articles publiés sur les médicaments dans des revues donc scientifiques, enfin, pharmacologie et autres, Oui. quand on regarde ce qui est mis dans un article versus ce que l'industriel qui à un moment donné va soumettre à une agence du médicament américaine ou européenne ou autre comme ensemble de données, c'est l'ensemble des données d'études. Quand on analyse les données d'études à partir par exemple d'une autorité européenne ou américaine sur le médicament concerné, ce qu'on va publier, celui qui a le comité de lecture de la revue, il ne peut pas voir un tas de biais, voire de falsifications ou d'omissions qui sont faites. Tout à fait. Ouais, même avec une très bonne expertise. Tout à fait. Et c'est le problème du mensonge par omission. Oui, tout à fait. C'est ça, les possibilités de découvrir la fraude est très très limitée ou presque impossible parfois pour les réviseurs. Donc quel est le rôle de... Pourquoi on fait cette révision par les pairs? Quelle est la finalité? Si on ne peut pas découvrir la fraude, si on n'a pas les données de base. C'est une procédure très ritualisée. Oui, oui. Il y a des personnes qui sont tellement prestigieuses. Peut-être un contexte de guerre économique aussi, parce que l'idée du clonage, ça peut faire frémir certains, mais pour d'autres, c'est une manne de richesse incroyable. Il y avait, de l'autre côté, il y avait la secte Raël qui avait annoncé qu'ils avaient cloné. Oui, tout à fait. Mais ce monsieur coréen devait paraître très sérieux par rapport. Oui, tout à fait. Ça, c'est... Ce qui est quand même incroyable, c'est que tous ces gens ont publié avec des co-auteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, c'est ça. C'est une autre question. Ouais. Alors, dans la plupart des cas, les co-auteurs ont fait confiance. Qu'est-ce qu'ils ont fait en tant que co-auteurs? Ils n'ont pas lu? Oui. Ils n'ont pas eu accès aux données de base. Ils ont fait des études statistiques, je ne sais plus, je ne sais pas. Non, mais à quoi ça sert le système de révision par les pairs si on a... Il y a quand même une certaine qualité dans la rédaction d'articles par rapport au rationnel de l'étude, par rapport à... Oui, exactement. Oui, ça standardise quand même une certaine manière de présenter des études. C'est un minimum. On ne le fait pas. Voilà. La finalité de ce processus de révision n'est pas de détecter des fraudes, des manipulations. C'est pas parce que
Dans la plupart des cas, c'est impossible. Mais c'est plutôt de s'assurer qu'il y a une certaine cohérence dans l'ensemble. Ça a du sens, disons. Ça pourrait être vrai, c'est peut-être vrai, mais on ne peut pas, bien sûr. Ça ne garantit pas qu'il n'y a pas eu de fraude. Ce n'est pas ça l'objet de la révision par les pairs. Ils n'ont pas les moyens de... Il y a des revues qui, pour éviter, par exemple, l'utilisation de photos manipulées, la revue Cell, ont une personne qui ne s'occupe que de ça, d'analyser ils ont un programme spécial, d'analyser toutes les images consommées à la revue et arrive à détecter s'il y a une certaine manipulation. Mais toutes les revues ne font pas ça. N'ont pas les moyens de le faire. Et voilà. C'est ça, le problème des co-auteurs, c'est qu'ils ont fait trop de confiance. C'est un génie, il n'ose pas lui poser la question, mais est-ce que vous pourriez nous montrer les cellules souches, s'il vous plaît? Il n'ose pas, c'est le grand génie. Ce qui s'est passé, en plus, c'est le grand génie qui va proposer, tiens, file-moi ton nom, que je le mette dans mon article. Ah oui, on est très honorés. Oui, on est content d'être là. Oui. C'est pour ça que le type, il a parlé, enfin, j'imagine. Mais voilà, c'est un truc de complaisance. Oui, C'est ça complaisance. Oui. Surtout dans peut-être en Corée, il y a encore... exactement. Non, je m'interrogeais sur la part des lobbies, des labos. Est-ce que ça a un peu... Ça, je ne sais pas. Je pense que non. Je pense que non. Dans ce cas, en tout cas, je ne pense pas. Je pense que c'était une question purement... C'était une question purement individuelle, il me semble. Dans ce cas, non. Oui, pardon. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des articles qui n'ont pas passé le filtre du reviewing des grandes, à cause de fraude dans les grandes revues? Bon, c'est difficile de le dire justement parce que ils ne sont pas... Non. Où justement, il y a quand même une sanction si quelqu'un... Si on détecte une fraude... On a détecté la fraude au moment du review. Non, s'il a été rejeté, normalement, il n'y a rien. Il y a un langage très diplomatique, on refuse l'article. Non, oui, exactement. Cela, Voilà. vous avez fraudé. Eh oui. Non, parce que suppose que tu n'es pas fraudé. On n'a pas de... Non, et puis on n'a pas de preuves, vraiment. On peut soupçonner. Mais il faudrait mener une enquête, vraiment. Oui, on peut pas... Voilà, si vous voulez, on fait une petite pause.